Bienvenue, chers auditeurs, pour une nouvelle enquête fascinante avec le célèbre Hercule Poirot. Nous aimerions savoir d'où nous écoutez-vous et quelle heure est-il chez vous en ce moment. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, installez-vous bien et que le mystère commence. C'était un après-midi gris et apathique à Londres, du genre qui oblige à chercher du réconfort dans un pot de Darjeeling raffiné et dans le confort chaleureux et animé d'un grand salon d'hôtel. Hercule Poirot et moi venions de nous installer dans notre coin habituel, au hôtel à Beaumont, un endroit qui, selon l'estimation de Poirot, avait la disposition la plus symétrique de tasses à thé et de chaises de tout Mayfair. « Je vous assure, Hastings, disait Poirot, en remuant délicatement son thé. Il y a plus de psychologie dans le fait de verser du thé que la plupart des gens ne l'imaginent. Observez. Lorsque le lait est ajouté avant le thé, cela reflète un tempérament enclin à l'obéissance plutôt qu'à l'initiative. J'ai reniflé. Vraiment, Poirot, dois-tu déduire toute la personnalité d'une personne à partir de sa tasse de thé? Ah, mais je ne déduis pas. Ce sont les petites cellules grises, mon ami. Elle raison. Avant que je puisse répondre, un léger halètement se répercuta dans le salon. Une jeune femme, élégamment vêtue d'un costume lavande pâle et d'un chapeau assorti, s'était levée de sa chaise près de la cheminée, pour ensuite vaciller légèrement et s'effondrer de manière très théâtrale sur l'épais tapis persan. Sa tasse et sa soucoupe se brisèrent sur le sol en marbre. Plusieurs clients se levèrent d'un bond. Un serveur s'est précipité. Poirot était déjà debout, les yeux plissés par l'intérêt plutôt que par l'inquiétude. « Viens, Hastings, dit-il. Un effondrement est rarement sans cause, et souvent avec des conséquences. Nous nous sommes approchés alors qu'un gentleman, peut-être son compagnon, éventait la femme avec une serviette en murmurant son nom. « Clara, Clara, tu m'entends ?»« Chérie ?» dit doucement Poirot, en s'agenouillant à côté d'elle. « Respire lentement. Oui, tu t'es simplement évanoui, mais la fin du monde n'est pas terminée, à moins que tu n'y insistes. » La femme remua légèrement. Un léger parfum floral s'approchait de nous, et en dessous, une curieuse trace, pointue et en amande, juste assez pour remuer quelque chose dans les recoins de la mémoire. Poirot se figea, les narines frémissant. Il m'a regardé de côté et a murmuré « Ce n'est pas, Hastings, un parfum que je connais, mais c'est un parfum que je n'aime pas. » La femme reprit ses esprits quelques instants plus tard, clignant des yeux rapidement, alors qu'on l'aidait à s'asseoir sur la chaise près de la fenêtre. Son compagnon, un grand homme aux cheveux noirs, avec l'air d'un habitué des ennuis coûteux, semblait tout aussi soulagé et irrité. « Juste la chaleur, marmonna-t-il. Elle n'a pas mangé, elle saute toujours des repas. » Poirot, toujours diplomate, offrit un sourire. « Ah, mademoiselle, pardonnez-moi de m'en mêler. Hercule Poirot, à votre service. » Ses yeux rencontrèrent les siens, avec un éclair de reconnaissance. « Le détective ?» murmura-t-elle en touchant délicatement sa tempe. « Comme c'est très étrange. Je lisais justement un de vos cas la semaine dernière. »« La fortune favorise ceux qui souffrent, » répondit-il doucement. « Puis-je vous demander, mademoiselle, quel parfum vous portez? C'est inhabituel. » Elle cligna des yeux. « C'est l'un des miens. Je crée des parfums. Essence de minuit, ça s'appelle. Toujours en développement. Pourquoi? » « Parce que, dit lentement Poirot, il y a une amertume là-dedans. Un fantôme sous la beauté. » Elle eut un petit rire nerveux. « Tout le monde dit ça. C'est censé être obsédant. » Murmura Poirot, son regard s'attardant sur la pâleur de ses joues. Le directeur était déjà apparu et présentait ses excuses,
et suggérait qu'un taxi soit appelé. La femme, encore légèrement hébétée, accepta le bras du monsieur et se laissa escorter dehors. Poirot la regarda partir avec son regard particulier, celui qui signifiait que son cerveau avait commencé à tourner. Je l'avais vue trop de fois pour ne pas y prêter attention. Au moment où elle est partie, elle avait l'air bien, ai-je remarqué. Poirot ne répondit pas au début, puis il dit « Il y a du parfum, et il y a du poison, Hastings. Parfois, la différence n'est mesurée que par l'intention. » Le lendemain matin, j'ai trouvé Poirot debout à la fenêtre de notre salon, à Charterhouse Square, habillé impeccablement comme toujours, et regardant la rue en contrebas avec les sourcils froncés. « Nous sommes sur le point d'avoir un visiteur, » annonça-t-il sans se retourner. Avant que je puisse remettre en question sa clairvoyance, la sonnette a sonné. Un instant plus tard, Miss Lemon apparut avec son efficacité habituelle et annonça « Une Miss Clara Delacroix pour vous voir, Monsieur Poirot. » La jeune femme de l'hôtel entra en hésitant, le même chapeau lavande bien serré dans ses mains gantées. Aujourd'hui, elle paraissait encore plus pâle, son sang-froid fragile comme du verre. « Monsieur Poirot ?» commença-t-elle. « J'espère que je ne suis pas gênante. Après hier, je ne savais pas où aller. Asseyez-vous, mademoiselle. Reprenez-vous. Maintenant, qu'est-ce qui vous trouble ?» Elle baissa la voix. « Je pense que quelqu'un essaie de me tuer. » Poirot haussa un sourcil. « Ce n'est pas une accusation légère. Je sais à quoi ça ressemble, mais ça fait des semaines que ça arrive. Des évanouissements, des vertiges, toujours après avoir porté un parfum précis, celui d'hier, essence de minuit. » Elle fouilla dans son sac à main et en sortit une enveloppe froissée. « Ceci est arrivé anonymement il y a 2 jours. » Poirot l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une seule ligne dactylographiée disait « Ta beauté sera ta fin ». J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Et tu crois que cela était lié à ton parfum ?» demanda doucement Poirot. Elle hocha la tête. « Oui, j'ai fait falsifier des échantillons, et mon laboratoire a été pénétré la nuit, mais personne ne me croit. » Poirot prit l'enveloppe, puis, très délibérément, sortit un papier buvard du tiroir de son bureau. « Puis-je » demanda-t-il en tamponnant une goutte de parfum dessus. Il renifla. Ses yeux se plissèrent. « Il y a quelque chose ? Ici, Hastings, » dit-il doucement, mais fermement. « Quelque chose de très sinistre. Nous allons enquêter. » Clara Delacroix était assise, ses mains gantées, soigneusement repliées, ses doigts pâles tordant nerveusement le bord de son sac à main, alors qu'elle essayait de garder son sang-froid. Sa voix tremblait légèrement, non pas de drame, mais d'un véritable malaise. « Cela a commencé il y a environ 6 semaines, » a-t-elle déclaré. « Je portais un de mes mélanges d'échantillons pour les tests, généralement le matin. Je me sentais bien pendant environ 1 heure. Et puis, des étourdissements, une pression derrière les yeux, des nausées. À 2 reprises, j'ai failli m'évanouir complètement. La première fois, je pensais avoir sauté le petit déjeuner. Mais cela a continué à arriver, seulement lorsque je portais essence de minuit. » Poirot pencha la tête. « Et ce parfum, c'est ta création, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mon parfum signature. Je voulais quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui reste en mémoire, des tons plus foncés, des notes de minuit, ambre, myrrhe, amande blanche, une trace de racine d'iris. Je travaillais en étroite collaboration avec Victor, mon associé. Il contrôle la production, mais je crée les formules moi-même. »« Et vous êtes certain, » demanda doucement Poirot, « que c'est seulement que parfum qui provoque ces effets. J'en ai essayé d'autres, même mes anciennes lignes, rien.
C'est seulement celle-là. Au début, j'ai pensé que c'était juste une réaction à la nouvelle formulation, mais ensuite j'ai remarqué que quelqu'un était venu dans mon laboratoire, plus d'une fois, et puis la note est arrivée. Elle se pencha en avant, la voix tendue. Je sais que ça paraît fou, mais je ne l'imagine pas. Poirot hocha légèrement la tête, ses doigts repliés sous son menton. Non, mademoiselle, imaginer est un talent, remarquer, c'est un don. Et vous avez remarqué quelque chose que d'autres ont manqué. Hastings et moi avons échangé un regard. Je ne savais pas encore si je devais être alarmé ou amusé. Mais l'expression de Poirot était devenue grave. Lorsque Clara fut partie, remerciant chaleureusement Poirot et promettant de lui envoyer une liste complète des ingrédients de son parfum, il y eut un silence dans la pièce que je ne savais pas trop comment rompre. Poirot se tenait à son bureau, examinant le papier buvard qu'il avait tamponné de son parfum. Il renifla une fois, puis une autre, les yeux mi-clos. « Bien ?» j'ai demandé. « Est-ce juste un parfum fort, ou y a-t-il quelque chose de plus ?» Poirot ne répondit pas dans un premier temps. Au lieu de cela, il a cherché un petit flacon de cristal sur l'étagère. Un échantillon de référence de benzaldéhyde pur, qu'il utilisait occasionnellement pour tester la sensibilité olfactive. Il l'ouvrit, le tint à côté du papier buvard et hocha légèrement la tête. « Amande, dit-il, mais pas l'agréable amande du confiseur. Non, non, c'est plus... Comment dire? Sinistre ?» Il se tourna vers moi, les yeux perçants. « Vous vous souvenez, Hastings, qu'est-ce qui sent les amandes amères ?» J'ai froncé les sourcils. « Du cyanure, n'est-ce pas? » Juste comme ça. Mais elle n'utiliserait sûrement pas de cyanure dans un parfum? Poirot eut un léger sourire triste. On pourrait espérer que non. Mais là encore, mon ami, on sait que les femmes portent beaucoup de choses à la recherche de la beauté. Des robes cousues, avec des fils de mercure, des poudres entrelacées de plomb. Il est tout à fait logique que le parfum puisse aussi avoir ses dangers. Il plia soigneusement le buvard et le glissa dans une enveloppe. « Nous lui rendrons visite demain, » dit-il fermement. « Et le bon Victor, le maire. Je crains, Hastings, que Essence de minuit n'est pas seulement obsédant, c'est mortel. » Clara Delacroix vivait dans une grande maison de ville en briques rouges, nichée dans un croissant tranquille de Kensington. Le genre de maison où les balcons drapés de lierre surplombaient des haies, bien entretenus, et où les heurtoirs en laiton poli brillaient comme de l'or. C'était élégant, raffiné, et, comme Poirot l'a commenté alors que nous nous approchions de la porte, ce n'est pas un endroit que l'on associe au danger, Hastings. Et pourtant, le danger vient le plus souvent avec des gants de soie. Nous avons été admis par une femme de chambre vêtue d'une élégante robe noire, qui nous a conduits à travers des couloirs au haut plafond et dans un salon pâle, tous meubles gris tourterelles et miroirs de bon goût. Clara nous a accueillis avec un sourire pâle. « Je suis reconnaissante que vous soyez venu, monsieur Poirot, » dit-elle en lui tendant la main. « Je suis nerveux depuis notre dernière rencontre. Alors, restaurons votre tranquillité d'esprit, mademoiselle, » répondit-il. « Mais nous commencerons, s'il vous plaît, par la précision. Qui d'autre a accès à votre laboratoire de parfumerie ?» Elle hésita. « Seulement Victor. Il détient les clés des armoires de production, et Estelle, ma cousine, qui aide occasionnellement au conditionnement. Mais les formules elles-mêmes, je les garde pour moi. Bon, nous aimerions voir ce laboratoire. » Clara nous a conduits à travers un couloir arrière, en descendant un petit escalier et dans ce qui ressemblait au rêve d'un apothicaire. Des rangées de bouteilles en verre, de longs comptoirs en marbre et un léger parfum de jasmin, de musc et d'agrumes persistant dans l'air.
Poirot bougeait lentement, ses yeux passant d'une fiole à l'autre. Il s'arrêta près d'une armoire verrouillée, puis se tourna brusquement vers Clara. Cette serrure, elle était forcée récemment, n'est-ce pas? Elle cligna des yeux. Je ne sais pas, je n'ai pas remarqué. Ah, dit-il en tapotant le laiton rayé. Mais quelqu'un d'autre l'a peut-être fait. Je l'ai observé, comme je le faisais souvent, avec autant d'admiration que de confusion. Il avait une façon de trouver quelque chose de légèrement différent et de le transformer en quelque chose de beaucoup plus grand. Il resta immobile un long moment, puis hocha la tête. Nous parlerons ensuite à ce monsieur Victor. Victor Lemaire avait l'air d'un homme qui avait été autrefois extraordinairement beau et qui s'accrochait encore à cette idée. Il portait une cravate beaucoup trop élaborée pour la journée et avait la fâcheuse tendance à vérifier son reflet sur toutes les surfaces réfléchissantes. « Ah, monsieur Poirot, dit-il doucement, alors que nous étions conduits dans un bureau bordé de livres coûteux. Je comprends que vous enquêtez sur des parfums. Poirot hocha poliment la tête. Des parfums et du poison, monsieur le maire. Parfois les deux sont de bons compagnons, non? Victor eut un rire rapide, qui n'atteignit pas ses yeux. Nous ne supportons sûrement pas les évanouissements de Clara que sérieusement. Poirot s'assit. Nous prenons au sérieux ce que la victime prend au sérieux. Mademoiselle Delacroix estime qu'elle est visée. Elle croit aussi qu'elle crée le prochain Chanel numéro 5, a déclaré Victor, avec un haussement d'épaules. Des esprits créatifs, vous comprenez? Et pourtant, dit Poirot d'un ton léger, vous, monsieur, détenez les clés des armoires de production. C'est une grande confiance. Victor se pencha en arrière, les yeux froids. Nous travaillons ensemble depuis 5 ans. Au départ, c'était mon idée. J'ai financé les 2 premières mots-échanges de mes collections. Clara avait le nez, j'avais le capital. Dernièrement, enfin, disons que j'ai dû contracter certains emprunts pour nous maintenir à flot. Poirot croisa les doigts. Ainsi le succès ou l'échec de Clara affecte directement votre fortune. Est-ce une question, monsieur? C'est une observation, répondit Poirot. L'expression de Victor changea légèrement. Oui, très bien. J'ai besoin de ce prochain parfum pour réussir. Mais le sabotage, je ne suis pas si désespéré. Et pourtant, murmura Poirot en se levant lentement, tu n'étais pas dans ta maison de campagne le week-end dernier comme on le prétend. La mâchoire de Victor se serra. J'avais des affaires en ville. Il vaut mieux garder le silence sur les affaires, demanda doucement Poirot. Je ne vois pas ce que cela a à voir avec le parfum de Clara. Poirot s'arrêta devant la porte. C'est là, monsieur le maire, la beauté des mystères. Ils sentent souvent plus doux juste avant de tourner au vinaigre. Estelle Vaughan nous a rencontrés dans la véranda, où elle coupait les feuilles d'une orchidée envahie par la végétation avec de petites cisailles chirurgicales. Elle semblait avoir la trentaine, habillée simplement, avec la dignité discrète de quelqu'un habitué à être à la fois invisible et indispensable. Elle nous accueillit avec une réserve polie. J'ai peur que Clara se repose. Les derniers jours ont été plutôt éprouvants. Poirot incline la tête. En effet. Vous êtes sa cousine, mademoiselle? Cousin germain. Nous avons grandi ensemble après la mort de ses parents. Je suis avec elle depuis avant le début du commerce du parfum. Et vous l'aidez? Estelle hocha la tête. Avec les petites choses, l'emballage, la correspondance, le respect des rendez-vous. Rien de technique, je connais très peu le parfum. Les yeux de Poirot pétillèrent. Mais vous remarquez des choses, n'est-ce pas? Ceux qui sont silencieux le remarquent toujours. Estelle sourit faiblement. C'est ce que dit Clara, que je suis doué pour voir ce que les autres manquent. Poirot jeta un coup d'œil à l'orchidée,
puis à ses gants. « Tu crois que ton cousin se trompe à propos du danger ?» Estelle hésita juste une seconde de trop. « Je crois qu'elle est épuisée. Elle travaille de longues heures, saute souvent des repas, oublie de dormir. Le stress du lancement d'un nouveau parfum a fait des ravages. Et l'évanouissement? Elle a toujours eu un côté dramatique, dit doucement Estelle. C'est peut-être un appel à l'attention. » Poirot ne dit rien pendant un moment. Puis, a-t-elle déjà reçu de telles attentions, mademoiselle? Pour une maladie? Une lueur traversa l'expression d'Estelle, rapidement disparue. Pas comme ça. Il l'étudia en silence. Puis, aussi doucement qu'on pourrait brosser la poussière d'un miroir, il dit « Ce sont les plus calmes, Miss Vaughan, qui voient souvent et font parfois le plus. » Nous avons trouvé le docteur Armitage dans le salon de Clara, ajustant une pile de flacons de prescription en une petite rangée soignée sur le plateau argenté. C'était un homme mince et anguleux, avec des cheveux argentés méticuleusement peignés et des lunettes à monture métallique qui brillaient chaque fois qu'il tournait la tête. Un homme, pensai-je, qui aimait ses patients obéissants et ses diagnostics incontestables. « Ah, messieurs, dit-il vivement en se levant, je suppose que vous êtes ici à propos des épisodes de Miss Delacroix. En effet, dit Poirot en s'asseyant avec une précaution exagérée, comme si l'acte lui-même exigeait un calcul. Vous êtes le médecin traitant, monsieur? Médecin de famille, oui. Et je peux vous assurer que ce n'est pas un cas pour Scotland Yard. L'état de Clara est entièrement provoqué par elle-même. Psychosomatique, pour être franc. Tu veux dire, intervins-je, tu penses qu'elle l'imagine? Le docteur Armitage ajuste ses lunettes. Pas consciemment, bien sûr. Mais chez les individus très nerveux, en particulier ceux travaillant dans des domaines créatifs, il n'est pas rare que le corps exprime une tension émotionnelle par des symptômes physiques. Poirot hocha lentement la tête, pensivement. Vous croyez donc que mademoiselle Delacroix n'est pas empoisonnée, mais plutôt effectuer sa souffrance? Le docteur Armitage hésita, puis haussa les épaules d'un air diplomatique. Pas intentionnellement, mais elle prospère grâce à l'attention. Ces épisodes ont tendance à se produire lorsque les enjeux sont élevés. Avant un lancement, après une dispute, après un rejet. Elle s'évanouit, d'autres se précipitent, un schéma. Et vous n'avez trouvé aucune cause physiologique? Insista Poirot. Aucun du tout. Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. Vous en êtes certain? Je suis. Poirot se tourna, les yeux perçants. Alors peut-être, docteur, devriez-vous vous préoccuper non pas de son évanouissement, mais de son parfum. Je vous demande pardon? Le sourire de Poirot était mince. Car si vous n'avez pas remarqué l'odeur des amandes amères, alors peut-être que Clara n'est pas la seule à imaginer des choses. Nous avons entendu parler pour la première fois de Mireille Dubois dans l'atelier de Clara, où Poirot inspectait une étagère de flacons de parfums qui ressemblaient non plus à des pièces d'échecs en cristal qu'à quelque chose de fonctionnel. Clara, toujours pâle mais posée, répondait à ces questions d'un ton sec. « Mireille est une vieille connaissance, dit-elle enfin. Nous avons étudié ensemble à Grasse, à l'Institut de parfumerie. Elle était toujours compétitive, elle imitait toujours mes idées. Et maintenant, elle est basée à Paris, elle dirige un petit atelier, amère de mon succès, je pense. » Poirot se frotta le menton. « Et est-elle allée à Londres récemment ?» Clara hésita. « Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis près d'1 an. » Poirot émit un petit bruit de gorge. « Hastings, tu m'accompagneras aux maisons de parfumerie françaises, la boutique près de Bond Street. Comment sais-tu qu'elle sera là? Parce que, mon ami,
dit-il avec un sourire. « Si j'étais un parfumeur jaloux, je ne resterais pas à Paris pendant que ma rivale lance son chef-d'œuvre. » Et effectivement, elle était là. Mireille Dubois était élégamment assise derrière un comptoir en miroir, ses yeux sombres, aussi perçants que du silex. Elle nous a accueillis avec une civilité cool lorsque nous nous sommes présentés. « C'est Clara qui t'envoie, n'est-ce pas ?» dit-elle aussitôt. « Peur d'un peu de concurrence ?» Poirot haussa un sourcil. « Nous ne sommes pas ici pour commerce, mademoiselle. Nous sommes ici pour poison. » Elle sourit sans humour. « Toujours le drame avec Clara. Tu fais toujours semblant d'être une victime. » Elle s'évanouit, souvent, et seulement lorsqu'elle porte son propre parfum. « Alors elle devrait arrêter de le porter, » dit sèchement Mireille. « Ou peut-être qu'elle a finalement fait quelque chose de si horrible qu'elle l'attaque. » « Vos sentiments pour elle ne sont pas affectueux ?» demanda doucement Poirot. Mireille se pencha plus près. « Elle a volé ma formule il y a 5 ans. On pourrait dire que je lui ai rendu l'appareil. Et pourtant, dit lentement Poirot, vous prétendiez être à Paris. Mais ce matin, on vous a vu quitter le bureau de poste de Mayfair. » Mireille se raidit, puis esquissa un sourire lent et dangereux. « Très bien, je suis là, mais ça ne veut pas dire que je l'ai empoisonné. » Poirot s'inclina légèrement. « Non, mademoiselle, mais ça veut dire que vous auriez pu. » C'était un après-midi pluvieux lorsque nous sommes retournés à la maison de Clara. Le ciel était bas et maussade, et l'odeur des feuilles mouillées s'accrochait aux balustrades en fer. À l'intérieur, l'ambiance n'était pas plus lumineuse. Poirot avait demandé une autre inspection privée du laboratoire de parfumerie de Clara, et elle obéit avec une réticence visible. « Je n'ai touché à rien depuis votre dernière visite, » dit-elle en déverrouillant la porte d'une main gantée. « Mais j'ai remarqué quelque chose d'étrange après ton départ. »« Oh !» dit Poirot en entrant délicatement dans la pièce. « Dites-moi, mademoiselle, qu'avez-vous observé ?» Il y avait un courant d'air près du coffre-fort. Je suis certain qu'il était fermé auparavant. Poirot hocha la tête, se dirigeant déjà vers la voûte de cuivre, étincelante, située dans le coin le plus éloigné. La serrure était ornée et démodée, conçue plus pour l'élégance que pour une véritable sécurité. Il se pencha, ajusta sa loupe de poche et passa le bout de son doigt ganté sur la base du loquet. « Voilà, » murmura-t-il. « Hastings, observez, les rayures ici, juste sous les gobelets, très fines, presque invisibles. Quelqu'un a forcé cette serrure, mais avec précaution, en connaissance de cause. Tu veux dire que quelqu'un l'a choisie? Oui, et pas novice. Les notes sont délibérées, pas aléatoires. Cela a été fait avec des outils et avec calme. » Il se tourna vers Clara. « Combien de personnes ont accès à cette pièce? » « Seulement moi, Victor et Estelle, même si elle entre rarement sans demander la permission. Le personnel de nettoyage n'est pas autorisé à entrer ici. » Poirot hocha lentement la tête, puis tourna son attention vers les étagères. Des rangées d'ingrédients étiquetés étaient parfaitement symétriques. Il parcourut rapidement les étiquettes, lavande absolue, bois de santal, civette, néroli, jusqu'à ce qu'il s'arrête. « Cette bouteille, où est le benzaldéhyde ?» demanda-t-il brusquement. Clara fronça les sourcils. « Il devrait y avoir 2 petits flacons derrière la racine d'iris. Je l'utilise pour les notes de fond d'amande. Et pourtant, » dit Poirot en montrant l'emplacement vide, « il n'est plus là. » J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. « N'est-ce pas le benzaldéhyde qui donne ce parfum d'amande amer? » Précisément, mon ami. Et c'est aussi un composé présent dans certains dérivés du cyanure. Poirot se tourna vers la table et ouvrit le journal des parfums de Clara. Chaque formule était écrite à la main, dans une écriture élégante et inclinée.
jusqu'à ce qu'il atteigne une page où restait un bout déchiré. « La formulation pour essence de minuit », dit-il doucement. Il a été supprimé. Clara pâlit. « Mais je n'arrache jamais les pages de ce livre. » Poirot ferma le couvercle. « Alors, mademoiselle, quelqu'un d'autre l'a fait. » Il resta parfaitement immobile, les yeux plissés. Il y a une main à l'œuvre d'ici, subtile, patiente et intelligente. Mais aucun crime n'est commis sans motif. Nous devons maintenant nous demander, pour qui ce parfum est-il synonyme de désastre? Et pour qui pourrait-il être synonyme de fortune? Cette nuit-là, alors que le vent grattait comme des clous les fenêtres de notre appartement, Poirot était dans l'une de ses humeurs les plus pensives. Il avait étalé les notes de Clara sur la table à manger et les avait disposées comme s'il préparait une partie d'échecs. Il étudia les ingrédients, ses doigts tambourinant doucement. « Quelque chose te dérange, Poirot ?» Je me suis aventuré en me versant un verre de cognac. « Mais bien sûr, » répondit-il, sans lever les yeux. « Il y a des contradictions. Le parfum rend malade, oui, mais seulement à Clara. D'autres le sentent et restent indemnes. Curieux, n'est-ce pas? Tu penses qu'elle exagère? Non, mon ami, je pense qu'elle est sincère. Mais la sincérité et la vérité ne sont pas toujours amantes. Avant que je puisse approfondir mes recherches, le téléphone a sonné. La voix de Miss Lemond crépitait depuis le couloir. C'est Miss Delacroix, Monsieur Poirot. Elle a l'air très affligée. Poirot prit le récepteur d'un pas rapide. « Mademoiselle, parlez clairement, je vous en prie. » Il y a une pause, puis la voix de Clara, essoufflée et paniquée. « C'est Victor, il est inconscient. Il testait un nouveau lot dans le laboratoire et s'est effondré. » Les yeux de Poirot s'assombrirent. « Appelez un médecin, mais ne touchez à rien. Nous arrivons immédiatement. » 10 minutes plus tard, nous arrivons et trouvons Victor Lemaire, étendu sur l'établi de marbre, pâle et absolument immobile. Un fort parfum floral flottait dans l'air, essence de minuit, indubitable, bien que plus tranchant, plus piquant qu'auparavant. Le docteur Armitage planait à proximité. Il est vivant, mais son pouls est faible. Je soupçonne une inhalation de produits chimiques. Poirot se pencha sur Victor, renifla une fois, puis examina le flacon sans bouchon près de sa main. Insensé, marmonna-t-il. Impréparable, mais pas inattendu. Il se tourna vers Clara qui tremblait. Il a pris sur lui d'ajuster la formule. Elle hocha la tête. Il a dit qu'il voulait le stabiliser, ajouter de la profondeur, avant que le mélange final ne soit mis sous presse. Il ne m'a pas dit ce qu'il avait changé. Les lèvres de Poirot se dessinèrent en une fine ligne. Puis il a payé cher son initiative. Il nous a fait signe, à Hastings et moi, de nous retirer. « Vous voyez maintenant, mon ami, » dit-il gravement, « ce n'est plus une théorie, c'est un fait. Quelqu'un a altéré le parfum, et à moins que nous ne le découvrions pour OMS, il y aura un autre effondrement, et la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas une chance. Nous avons retrouvé Estelle Vaughan dans la salle du matin, assise près de la baie vitrée avec un panier à couture sur ses genoux. Le fil dans sa main bougeait à peine. Elle regardait la rue dehors avec l'intensité d'une personne habituée à observer la vie à travers une vitre. Poirot, toujours en gentleman, la salua avec une révérence courtoise. « Mademoiselle Vaughan, dit-il, pouvons-nous vous imposer à nouveau? Il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas claires. » Elle offrit un léger sourire. « Bien sûr, monsieur Poirot, je comprends que vous ne devez laisser aucun fil dénoué. » « Une métaphore très pertinente, » dit-il en regardant sa broderie. « Et comment va ton cousin? » Elle se repose. L'effondrement de Victor l'a terriblement effrayée. Poirot hocha gravement la tête. « Oui, un événement malheureux, curieux aussi.
Il a testé un lot qu'elle croyait sûr. Estelle ne répondit pas, mais le fil cassa entre ses doigts. « Pardon, dit-elle rapidement, j'ai dû tirer trop fort. »« Dites-moi, dit doucement Poirot, est-ce que vous aidez souvent Clara au laboratoire? Non, jamais avec des formules, juste des emballages et un peu d'étiquetage. Je fais attention à ne pas interférer. » Poirot fit une pause. « Mais vous devez connaître les senteurs, les combinaisons, les allées et venues quotidiennes. » Estelle avait l'air méfiante. « Je suppose. »« Oui. Vous voyez, » a poursuivi Poirot. « Quelqu'un a falsifié le coffre-fort, et quelqu'un a supprimé un composant clé et une page de formule. Ce n'est pas un étranger, quelqu'un qui savait où chercher et comment. » Les doigts d'Estelle tremblaient légèrement, alors qu'elle cherchait un autre fil. « Tu penses que je l'ai fait? »« Non, mademoiselle, dit-il doucement. Mais je pense que vous savez qui aurait pu le faire. Peut-être quelqu'un que vous souhaitiez protéger. » Ses yeux rencontrèrent les siens, provoquants mais incertains. Clara fait trop facilement confiance. Elle donne aux gens une seconde chance qu'ils ne méritent pas. Comme Victor. Elle détourna le regard. Ou Mireille? Il y eut un silence. Poirot se pencha plus près, la voix basse. « Vous n'êtes pas vraiment pas satisfait de son succès, n'est-ce pas? » Estelle expira brusquement. Clara a toujours eu tout, la beauté, l'admiration, le talent. J'étais juste, toujours là, l'ombre derrière elle. Poirot se leva, son expression illisible. Même les ombres, mademoiselle, peuvent laisser des empreintes digitales. Victor Lemaire a repris connaissance 2 jours plus tard. Nous lui avons rendu visite dans sa suite d'hôpital privé, où il gisait pâle et immobile, appuyé sur de fins oreillers, ressemblant plus à un artiste décadent qu'à un homme d'affaires qui avait échappé de peu à la mort. Poirot s'assit à côté de lui et l'observa en silence pendant 1 minute entière avant de parler. « Monsieur le maire, vous avez de la chance. » Victor offrit un faible sourire. « Si tu le dis, Poirot, j'ai l'impression d'avoir été heurté par un train plein de roses. » Poirot rit poliment. « Et pourtant le parfum n'était pas si doux, hein ?» Victor grimaça. J'étais en train de reformuler. Le mélange original de Clara manquait de profondeur. J'ai ajusté la base et essayé une bouffée directement depuis la bouteille. C'est la dernière chose dont je me souviens. Poirot se pencha en avant. « Vous n'avez vu personne ?» Victor hésita. Il y avait une présence, un flou. Quelqu'un est entré dans le laboratoire. J'ai entendu la porte, mais c'était brumeux. Pouvez-vous les décrire? Une robe blanche, fluide, peut-être en soie. Au début, je pensais que c'était Clara, mais ce n'était pas son parfum. » Les sourcils de Poirot se sont arqués. Ce n'était pas essence de minuit. Non, quelque chose de plus léger, poudré. Poirot hocha lentement la tête. « Merci, monsieur. Vous nous avez donné plus que vous ne le pensez. » Alors que nous retournions dans le couloir de l'hôpital, je me tournai vers Poirot. « Une robe blanche, ça pourrait être Estelle, ou Mireille, n'est-ce pas ?» La réponse de Poirot fut immédiate. « Oui, et pourtant, Clara possède aussi de nombreuses robes blanches. Vous pensez... Chut, Hastings, réfléchissez, oui, mais ne présumez pas. L'esprit doit être comme le flacon de parfum, scellé, jusqu'à ce que le moment soit venu. » Notre prochain arrêt était la boutique de Mireille Dubois. Au contraire, elle était encore plus froide qu'avant, assise dans un nuage d'ambre gris et d'impatience. « J'ai entendu parler de Victor, » dit-elle, les bras croisés. « Justice poétique. Vous semblez indifférente, mademoiselle, » dit doucement Poirot, « parce que je n'ai rien à voir avec ça. Étiez-vous à Kensington ce soir-là? Je dînais avec un ami au Claridge's. Demandez au maître d'hôtel. » Poirot pencha la tête.
Et pourtant, votre rivalité avec Clara n'était pas que professionnelle, vous l'avez accusée de vol. Les yeux de Mireille se plissèrent. Elle a volé mon mélange il y a 5 ans, et l'a fait passer pour le sien. Elle a toujours joué le rôle de la victime, mais elle est impitoyable en dessous. Vous croyez qu'elle pourrait s'empoisonner? J'ai demandé. Je ne l'oublierai pas. Quelle meilleure façon de générer du buzz autour de sa marque? S'effondrer en public, faire allusion à un danger, c'est le plus vieux truc du livre. Vous prétendez qu'elle recherche la sympathie, dit Poirot. Mais vous profitez de sa chute, n'est-ce pas? Je profite de la vérité. Si Clara se détruit pour grimper plus haut, je ne pleurerai pas. Poirot se leva. Et pourtant, vous restez ici, à Londres, à regarder. Je suis venu pour le lancement, répondit froidement Mireille. Je voulais voir le spectacle de près. Poirot s'inclina profondément. Alors, mademoiselle, je vous suggère de continuer à regarder, car la représentation est loin d'être terminée, et le dernier acte pourrait nous surprendre tous. Nous avons trouvé le docteur Armitage dans son cabinet de consultation, entouré de carnets de notes et d'une légère odeur médicinale d'antiseptique. Son expression, comme toujours, était celle d'une légère supériorité, un sourcil levé en permanence, comme si le monde ne répondait souvent pas à ses attentes. Poirot croisa soigneusement les mains sur ses genoux et commença sans plaisanterie. « Docteur, je voudrais revenir sur votre récit des récents épisodes de Miss Delacroix. » Armitage fronça les sourcils. « Je l'ai déjà expliqué. Clara est très tendue, et ses symptômes correspondent à une réponse psychosomatique, un stress émotionnel se manifestant par un effondrement physique. » « Oui. » Poirot hocha la tête. « Mais permettez-moi d'être précis. Le matin du 3 de ce mois, Mademoiselle Delacroix s'est effondrée dans le salon de l'hôtel Beaumont. Je suis au courant. J'ai été convoqué peu de temps après. Vous avez affirmé qu'elle n'avait ressenti aucun symptôme avant cet incident. Cependant, et ici, Poirot sortit une petite carte de sa poche. Selon Miss Vaughan, Clara a subi un évanouissement similaire dans son studio 2 jours plus tôt. Vous l'avez alors soignée, n'est-ce pas? Armitage ajusta ses poignets. Un bref passage, je n'ai pas considéré cela suffisamment sérieux pour le mentionner. Mais tu as prescrit du repos et des sédatifs, non? Demanda Poirot d'une voix trompeusement légère. Je prescris souvent des sédatifs. Elle est du genre créatif. Elle a besoin d'aide pour se détendre. Poirot se pencha en arrière. C'est donc curieux que vous n'ayez jamais envisagé de la soustraire à l'exposition au parfum qu'elle soupçonnait. Les yeux d'Armitage brillèrent. Je ne suis pas chimiste, monsieur Poirot. Elle a demandé à être rassurée et je l'ai donné. Vous lui avez donné le silence, murmura Poirot. Un cadeau dangereux, quand le poison peut être en jeu. J'ai remarqué le moindre tic dans la mâchoire du médecin. Alors que nous sortions dans le couloir, je jetai un coup d'œil à Poirot. Pensez-vous qu'il est impliqué? Poirot se tapota la tempe. Il a caché la vérité, mon ami. Ce n'est pas de la culpabilité, mais c'est l'ombre d'un mobile. Il ne veut pas d'examen minutieux. Et cela, Hastings, mérite toujours une inspection plus approfondie. Il était juste après-midi lorsque nous sommes rentrés chez Clara, l'air chargé du parfum de gardénia s'échappant du diffuseur du couloir. La maison, bien que silencieuse, semblait chargée de malaise, comme une salle d'eau quelques instants avant qu'un scandale n'éclate. Clara nous a accueillis dans son salon, l'air échevelé, son sang-froid habituel effiloché. « J'ai à peine dormi », dit-elle en posant ses doigts sur ses tempes. Tout s'effondre. « Vous n'allez pas bien, mademoiselle ?» observa doucement Poirot. « Mais je dois vous demander de satisfaire encore une fois ma curiosité. » Il se tourna vers Estelle, qui était entrée avec une pile de linge frais. Ses mouvements étaient vifs, mais elle s'arrêta lorsque Poirot s'adressa à elle. « Mademoiselle Vaughan,
Je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Une petite question. Puis-je voir vos gants? Estelle cligna 2 yeux. Mes gants? Oui, la paire que tu portais hier en assistant à l'emballage. Elle hésita. Je crois que je les ai laissés dans le couloir. Poirot offrit un petit salut. Permettez-moi. Il sortit brièvement et revint avec une délicate paire de gants de couleur crème, délicats et brodés. Il les tenait avec la pointe d'un crayon. Ils sont parfumés, dit-il doucement, mais pas avec un parfum de votre choix. Non, c'est essence de minuit, plus fort que ce à quoi on pourrait s'attendre. Estelle pâlit. Clara m'a demandé d'aider à sceller certaines boîtes. J'ai dû les avoir entre les mains. Poirot se tourna vers Clara. « Lui avez-vous demandé, mademoiselle ?» Clara hésita. « Peut-être, je ne m'en souviens pas. Les choses ont été tellement chaotiques. »« En effet, » murmura Poirot, « et la confusion cache souvent l'intention. » Il se rapprocha de Clara et l'étudia. « Vous êtes troublée, c'est clair, mais dites-moi, faites-vous confiance à ceux qui vous entourent ?» Elle rit, soudain et cassant. « La confiance, je ne peux même pas me faire confiance. J'ai cru que j'étais empoisonné. Puis Victor s'est effondré. Et parfois, j'ai l'impression que je deviens fou. La folie et la manipulation se ressemblent souvent de l'extérieur, dit doucement Poirot. Mais l'un est né du désespoir, l'autre du design. » Je la regardais avec un malaise croissant. Elle tremblait légèrement. Ses doigts tremblaient, comme pour répondre à une musique que personne d'autre ne pouvait entendre. « Elle est en train de se défaire, » murmurai-je à Poirot, alors que nous entrions dans le couloir. Il fit un léger signe de tête. « Où jouer, Hastings? Telle est sur la question. » Il fit une pause, puis ajouta. « Mais même la plus grande performance laisse une trace. Et nous sommes proches, très proches, de l'acte final. Je dois avouer qu'à ce stade de l'enquête, ma décision était prise. Tout indiquait Estelle Vaughan. La jalousie, l'opportunité, les gants parfumés, tout s'alignait. J'étais convaincu que nous avions trouvé notre saboteur. Et pourtant, Poirot, furieux, semblait totalement insensible. Nous étions de retour à notre appartement de Charterhouse Square, et il coupait soigneusement un fil lâche de sa manchette, parfaitement repassé. « Bien, » dis-je en me tenant près du feu. « Vous avez vu son expression lorsque vous avez mentionné les gants, et son ton défensif, nerveux. Vous ne pouvez sûrement plus en douter maintenant ?» Poirot ne leva pas les yeux. « Mon ami, quand tu vois une souris dans le garde-manger, tu supposes qu'elle a cuit le pain ?» J'ai cligné des yeux. « De quoi diable parles-tu » Poirot sourit faiblement. « Vous voyez ce qui est évident, et vous pensez que cela doit être vrai. Mais l'évidence, Hastings, est la plus dangereuse des illusions. Estelle avait accès, elle avait un mobile, elle était toujours en retrait, envieuse du succès de Clara. « Ah, oui, » dit Poirot, « mais l'envie n'est pas une ligne droite, c'est un cercle. On pourrait envier l'amour, l'argent, la reconnaissance. Mais dites-moi, est-ce que mademoiselle Vaughan's besoin Clara échouée, ou simplement la remarquer? J'ai hésité. Eh bien, je suppose. Ne suppose rien, rétorqua Poirot d'un ton brusque. Des faits, Hastings, nous traitons de faits, pas de sentiments. Et je vous le dis, Estelle Vaughan n'est pas l'araignée au centre de cette toile. Alors, qui est? Poirot se leva et redressa ses poignets. Ah, mais ça, mon ami, c'est ce que je vais découvrir, car quand les mots échouent, l'encre parle. Il tapota le journal des parfums de Clara sur le bureau. Nous revenons à la source, non pas du crime, mais de la intention. Viens, il est temps de lire entre les lignes. Le journal du parfum était relié en cuir, usé au coin, et sentait légèrement la violette et la térobenthine. Clara l'avait laissé à Poirot lors de notre dernière visite, soi-disant
pour qu'il puisse étudier la formulation de essence de minuit. Mais comme je l'ai vite découvert, Poirot était moins intéressé par les ingrédients que par la main qui les écrivait. Il examinait lentement les pages, murmurant pour lui-même en tournant chacune d'elles. « Remarquez comment elle encercle certaines notes de fond », a-t-il déclaré. « Racine d'iris, iris, ambre. Elle est précise jusqu'aux dernières entrées. » J'ai regardé par-dessus son épaule. L'écriture manuscrite change légèrement. « Très bien, Hastings, la main est moins confiante. Les boucles sont exagérées, les lignes moins alignées. Ici, ses émotions la trahissent. Ce n'est pas simplement un disque, c'est un aveu à l'encre. » Un aveu? Poirot tapota un passage. Ici, elle note l'équilibre du benzaldéhyde, suivi de la curieuse phrase « juste assez pour déstabiliser ». Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Pas s'il te plaît le nez, pas s'attarder mais ébranler, une visée psychologique. Il passa à la page suivante. Et ceci, le parfum doit survivre à celui qui le porte. Le souvenir doit rester plus longtemps que la présence. Plutôt poétique, dis-je, plutôt effrayant, corrigea Poirot. J'ai froncé les sourcils. Tu penses que Clara savait ce qu'elle faisait? Poirot ferma le journal en un clin d'œil. Non, Hastings, je pense qu'elle prévut ce qu'elle faisait, mais seulement jusqu'à un certain point. Il se leva et fit les 100 pas. Son objectif n'était pas le meurtre, c'était la peur, le drame. L'héroïne souffrante, frappée par son propre génie. Elle souhaitait récupérer la vedette, être pleurée d'avance. Mais la performance était imparfaite. Elle n'a pas tenu compte de l'intervention de Victor. Son effondrement n'était pas scénarisé. Et maintenant, ai-je demandé doucement, maintenant, elle est perdue dans le rôle qu'elle a créé. Poirot reposa le journal sur la table, les yeux sombres. Elle n'est pas folle, Hastings, mais elle n'est pas tout à fait saine d'esprit non plus. Ce n'est pas la folie de la maladie, c'est la folie de l'ego, de la vanité poussée à son paroxysme. Un silence suivit. Même moi, aussi lent que j'étais parfois, j'ai commencé à sentir la vérité poindre. Poirot se tourna vers moi, la voix basse. Le parfum n'a jamais été destiné à tuer, mais quelqu'un a oublié que le poison n'a aucune sympathie pour la performance. Le salon de la maison de Clara Delacroix, à Kensington, n'a jamais été aussi théâtral. Les hautes fenêtres étaient fermées, les appliques dorées allumées faiblement, projetant des ombres spectaculaires le long des murs crème. Clara elle-même se tenait près de la cheminée, visiblement tendue, les doigts agrippés à un mouchoir en dentelle qu'elle ne semblait pas avoir conscience de tordre encore et encore. Poirot, assis au centre de la pièce comme le chef d'un orchestre de chambre, avait disposé les suspects avec une symétrie délibérée. Victor le maire était allongé contre la cheminée, du côté opposé à Clara, feignant la nonchalance. Estelle Vaughan était assise sur le bord d'une chaise longue, les mains jointes, les yeux parcourant les visages. Mireille Dubois s'appuya contre le cadre de la fenêtre, les bras croisés, observant Poirot comme pour le mettre au défi de l'amuser. Le docteur Armitage se tenait près de la cave à alcool, pâle, et les lèvres pincées. Et bien sûr, je me tenais aux côtés de Poirot, prêt, comme toujours, à être surpris. Poirot jeta un coup d'œil à sa montre. « Bon, » dit-il en se levant et en boutonnant sa veste immaculée. « Nous sommes tous ici, n'est-ce pas? Chacun de vous a dit sa version de la vérité. Et maintenant, je vais vous dire le mien. » Il s'avança, la lumière du feu éclairant ses chaussures en cuir verni. Pendant des semaines, Mademoiselle Delacroix a souffert d'étranges symptômes, des étourdissements, de la fatigue, voire des évanouissements. Les médecins ont dit que c'était du stress. Des amis ont dit que c'était une illusion.
Une seule personne a cru le contraire. Moi. Il sortit de sa poche une petite fiole en verre. Dans cette bouteille, essence de minuit. Le même parfum qui a failli tuer monsieur le maire. Et pourtant, mes amis, cette bouteille ne contient aucun cyanure, aucune toxine manifeste. Quel est donc le danger? Son regard parcourut la pièce. La réponse, je le crains, ne réside pas dans ce qui est présent, mais dans comment il est présent. Dans OMS, je l'ai placé là. Et pourquoi? Clara bougea inconfortablement. Vous voyez, a poursuivi Poirot, ce n'était pas un crime d'impulsion, c'était une performance, une mise en scène avec précision, émotion, et, comme vous dites les Anglais, un flair pour le dramatique. Les yeux de Clara se tournèrent vers Victor. Estelle baissa les yeux sur ses genoux. Poirot croisa les mains derrière le dos. Mais avant de révéler la star de cette petite production, nous devons d'abord examiner le scénario. Et qui, je le demande, a réécrit ces lignes après la chute du rideau? Sa voix baissa. Nous commençons par monsieur le maire. Victor le maire se redressa alors que Poirot se tournait vers lui, un sourcil levé. Monsieur, lors de notre première conversation, vous m'avez dit que vous aviez passé le week-end dans votre maison de campagne du Surrey, que vous n'étiez rentré à Londres qu'après l'incident de Miss Delacroix à l'hôtel. Victor eut un doux sourire. Correct. Non, dit Poirot, doucement mais fermement. Incorrect. Il se tourna vers Estelle. Vous, mademoiselle, avez entendu la porte arrière s'ouvrir tard, vendredi soir, n'est-ce pas? Estelle hocha lentement la tête. Je pensais que ça pourrait être Clara, mais je n'ai pas demandé, continua Poirot. Le personnel se souvient également d'avoir entendu des pas dans le laboratoire cette nuit-là. Et qu'est-ce que j'y ai trouvé le lendemain matin? Des empreintes digitales fraîches sur le nouveau flacon de essence de minuit. Pas celui de Clara, pas celui d'Estelle. Bien à vous, monsieur le maire. Le charme de Victor vacilla, juste pendant une seconde. J'étais en train de tester, d'affiner la base, c'est tout. Et pourtant, dit Poirot en se rapprochant, vous n'avez fait aucune mention de ce retour au labo. Vous prétendiez être loin. Pourquoi mentir? Victor expira. Parce que je ne voulais pas être blâmé. Les symptômes de Clara avaient déjà commencé. Je savais que cela avait l'air suspect. C'est vraiment suspect, dit Poirot. Surtout quand on apprend que votre situation financière est précaire, que l'échec ou le succès de cette ligne de parfum détermine votre fortune. La mâchoire de Victor se serra. La voix de Poirot s'adoucit, mais devint plus délibérée. Vous aviez un motif, un accès et une opportunité. Mais non, monsieur le maire, vous n'êtes pas notre méchant. Victor leva brusquement les yeux. Vous voyez, dit Poirot avec un petit sourire, vous êtes trop pragmatique, un homme de marges et de marché, mais ce crime, ce n'était pas une question d'argent, c'était une question d'argent, héritage, à propos immortalité, et ça, monsieur, c'est un parfum bien plus dangereux. Il se tourna vers la pièce. Considérons maintenant le rival, le cousin, le médecin, et enfin, la créatrice, car c'est l'artiste, mes amis, qui peint parfois sa propre tragédie. Mireille Dubois leva le menton d'un air de défi, tandis que Poirot se tournait vers elle. « Mademoiselle, commença-t-il en s'inclinant légèrement, vous avez toujours insisté sur le fait que vous étiez au gala de l'ambassade de France ce soir-là. Je l'étais, dit-elle, les yeux plissés. Il y avait des centaines d'invités. En effet, acquiesça Poirot. Et de tels événements sont bien documentés, n'est-ce pas? Surtout par les photographes. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une fine enveloppe. Heureusement, a-t-il poursuivi, notre cher inspecteur Japp a pu obtenir des copies des photographies du gala.
Elles ont été prises par un photographe de la société peu après les toasts. Il ouvrit l'enveloppe et montra une photographie en noir et blanc sur papier glacé. Il montrait une salle glamour remplie de diplomates, de mondains et de flûtes de champagne tourbillonnantes, mais aucun signe de Mireille Dubois. Poirot le tourna lentement pour lui faire face. « Voudriez-vous vous faire remarquer, mademoiselle ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent. « J'ai dû partir avant la photo. »« Ah !» dit Poirot, « mais l'horodatage est presque 9 heures, et selon votre propre récit, vous êtes resté au gala jusqu'à 10 heures. » Il fit une pause. « À moins, bien sûr, que vous n'étiez pas là du tout. » Mireille regarda Clara, puis se détourna. Son silence crépitait plus fort que n'importe quel déni. « Vous êtes venu à Londres pour affronter Clara », a poursuivi Poirot. « Pas avec du poison, mais avec des pressions. Vous l'avez accusée d'avoir volé votre mélange original. Vous avez menacé de le rendre public. Mais quand elle s'est effondrée à l'hôtel, vous avez vu une opportunité ?» Mireille croisa les bras. « Alors tu penses que je l'ai empoisonnée ?»« Non, mademoiselle, » dit Poirot. « Je pense que vous l'avez vue tomber et avez décidé de laisser le monde croire que vous n'aviez rien à voir avec cela. » Il a baissé la photo. « Mais les secrets, voyez-vous, sont comme le parfum. Ils s'accrochent, que nous les reconnaissions ou non. » Tous les regards se tournèrent vers le docteur Armitage, qui se tenait debout, les bras croisés et le visage figé comme de la pierre. Poirot s'approcha de lui, avec une délibération tranquille. « Docteur, dit-il doucement, vous avez été appelé plusieurs fois chez Miss Delacroix, n'est-ce pas ?»« Oui, » a répondu Armitage, « en tant que médecin. Et à chaque fois, continua Poirot, vous m'avez prescrit des sédatifs, rien de plus, parce qu'elle avait besoin de repos. Elle était surmenée et anxieuse. » Poirot hocha lentement la tête. « Et pourtant, vous n'avez jamais examiné le parfum? Vous n'avez jamais remis en question la corrélation entre ses symptômes et les jours où elle l'a porté. Essence de minuit. » Le front d'Armitage se plissa. « Ce n'était pas mon rôle. »« Non, docteur, » dit Poirot, « mais c'était votre responsabilité. » Il sortit une petite fiole de sa poche. « Cela vient de votre opération. Du diazolène, un sédatif léger, légal, mais puissant, à dose cumulative. Vous l'avez prescrit à mademoiselle Delacroix. Elle l'a pris fidèlement. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que vous l'aviez ajouté à ses toniques sans son consentement. » Il y eut un murmure dans la pièce. Les lèvres d'Armitage se pincèrent. Sinon, elle ne se reposerait pas. Poirot s'approcha. « Vous vous êtes présenté comme son protecteur, mais vous avez manipulé sa réalité. Vous avez créé une dépendance sous couvert de soins. » Il jeta un coup d'œil à Hastings. La frontière entre le médecin et le marionnettiste, hein? « Pourquoi ?» j'ai demandé. « Pourquoi faire ça ?» Poirot répondit à sa place. « Parce que le contrôle est un puissant narcotique. Le médecin aimait qu'on ait besoin de lui. Et quand Miss Delacroix a commencé à dériver vers l'indépendance, il a doublé la dose. » La voix de Poirot baissa. « Mais ce crime, ce n'était pas le sien. Il a simplement préparé le terrain. Un autre joueur a écrit le scénario. » Armitage ne parla pas. Il s'assit, soudain plus petit, comme si la vérité avait percé quelque chose en lui. Estelle était assise, raide, les yeux fixés sur le tapis perçant sous ses pieds. Poirot se tourna vers elle avec une douceur inhabituelle. « Mademoiselle Vaughan, dit-il, vous avez été franche, vous avez admis votre envie, votre ressentiment, c'est naturel. » Elle leva brusquement les yeux. « Je n'ai jamais voulu que Clara soit blessée. »« Non, » dit-il, « je te crois. Tu n'es pas cruel, mais tu étais en colère. Tu étais fatigué d'être l'ombre sous ses projecteurs. » Sa bouche se serra.
Vous étiez au courant du retour de Victor. Vous soupçonniez l'ingérence de Mireille. Vous n'avez rien dit. Je ne pensais pas que cela importait, dit-elle amèrement. Clara a toujours réussi à faire de tout une scène, même ses maladies. Précisément, murmura Poirot. Et c'est sur cela que le coupable comptait. Que personne ne la croirait. Que même ses proches douteraient de sa santé mentale. Les yeux d'Estelle s'écarquillèrent. « Je crois que vous avez vu des choses, » a poursuivi Poirot. « Une page déchirée, une fiole égarée. Mais vous avez douté de vous. Et ainsi, le véritable danger est passé inaperçu ?» Elle murmura. « Je ne pensais pas qu'elle se ferait vraiment du mal. » Poirot fit une pause, puis dit doucement. Elle n'en avait pas l'intention. Mais l'art, mademoiselle, lorsqu'il est mélangé à l'ego, devient imprévisible. La voix d'Estelle se brisa. « Savez-vous ce que ça fait de voir quelqu'un voler tout l'air d'une pièce, sans même essayer ?»« Oui, » répondit Poirot. « Mais je sais aussi ceci. Vous n'êtes même pas un meurtrier. Vous êtes simplement oublié. » Il recula. « Et les oubliés font de pauvres méchants, n'est-ce pas? Trop observateurs, trop humains. » Il y a eu alors un silence, non pas accusateur, mais étrangement compatissant. Poirot se tourna une fois de plus vers le centre de la pièce. « Toutes les pièces sont en place. Maintenant, mes amis, le parfum final doit être révélé. » Le silence dans le salon était tendu comme une corde à piano. Poirot le laissa respirer, juste assez longtemps pour que nous puissions tous sentir son poids, avant de se tourner lentement et délibérément vers Clara Delacroix. Elle se tenait près de la cheminée, ses jointurnes blanches contre le marbre de la cheminée. Son visage était décoloré, mais ses yeux, remarquai-je, étaient étrangement calmes, voire résignés, comme si elle avait su depuis le début que ce moment viendrait. Poirot parlait doucement, mais chaque mot sonnait avec clarté. « Mademoiselle Delacroix, dit-il, vous êtes l'auteur de ce drame, l'interprète vedette, et maintenant, je le crains, son méchant aussi. » Clara ne bougeait pas. Seul le léger tremblement de sa gorge la trahissait. « Vous avez mélangé votre propre parfum à des traces de benzaldéhyde, juste assez pour produire des symptômes physiques, assez pour déstabiliser, comme le dit si poétiquement votre journal. Et pourquoi? Pas pour nuire, mais pour hanter, pour s'attarder. Tu voulais être le parfum que personne ne pouvait oublier. » Hastings se déplaça à côté de moi. « Mais elle a failli mourir. »« Non, » corrigea Poirot. « Elle a presque fait mourir elle-même. Il y a une différence. » Il se tourna vers les autres. La renommée de Clara s'estompait, ses ventes diminuaient. Les critiques ont qualifié son dernier lancement de sans inspiration. Elle avait besoin d'un spectacle, et c'est pourquoi elle en a créé un. Clara parle enfin, sa voix à peine audible. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Mais c'est le cas, a déclaré Poirot, parce que Victor, ignorant le danger mis en scène, a testé une version du parfum qui contenait une concentration plus élevée, une version que vous n'aviez pas l'intention de libérer. Il s'est effondré, et soudain, l'illusion s'est transformée en réalité. Elle baissa les yeux vers le sol. Je voulais seulement récupérer ce que j'avais perdu, l'attention, l'admiration, le mystère. Poirot s'avança, non pas avec jugement, mais avec une tranquille certitude. Votre arme, mademoiselle, n'était pas le poison, c'était la performance. Mais la performance, comme le parfum, doit être équilibrée. Une note trop forte, et elle devient écrasante, dangereux. Il y eut un long silence. Mireille bougea inconfortablement. Estelle regardait sa cousine comme si elle la voyait pour la première fois. Victor, pâle et creux, ferma les yeux. Poirot expira. La vérité, mes amis, est toujours le parfum final dans la pièce.
Il persiste, peu importe comment nous essayons de le masquer. Clara se laissa tomber lentement sur une chaise, les mains tremblantes. « Je ne voulais pas que quelqu'un soit blessé, » murmure-t-elle. « Mais quelqu'un l'a fait, » répondit Poirot, « y compris vous-même, après que les autorités aient été appelées et que Clara ait été placée en garde à vue avec douceur mais fermeté. Nous étions tous assis dans le salon, encore sous le choc. Je me tournai vers Poirot. « Comment le saviez-vous, Poirot ?» Elle nous a tous trompés. Poirot haussa modestement les épaules. « Non, mon ami. Elle a joué pour toi. Il y a une différence. » Il but une gorgée de sa tasse de thé, intacte jusqu'à présent, et continua. Le comportement de Clara dès le début était trop commode, la note anonyme, le parfum spécifique, l'insistance sur le fait que ces symptômes n'apparaissent que lorsqu'essence de minuit a été portée. C'était trop bien rangé. Mais il y avait de vrais symptômes, protestai-je. Vous l'avez dit vous-même, elle s'est évanouie. Oui, oui, et précisément quand elle en avait besoin. L'évanouissement à l'hôtel, un timing parfait, public, dramatique, efficace. Mais le véritable indice était son journal de parfum. Il fouilla dans son cartable et le récupéra à nouveau, feuilletant les dernières pages. Elle a commencé avec des notes traditionnelles, ambre, myrrhe, iris. Mais le langage est devenu erratique, émotionnel. Elle a écrit sur être rappelée de durer plus longtemps que la bouteille elle-même. Il m'a regardé carrément. Une femme qui cherche un héritage à travers le parfum, mon ami, ne crée pas simplement du parfum. Elle fabrique un mythe. La page manquante m'a tout dit. Elle avait calculé le dosage au fil du temps. Croissant, mesuré, théâtral. Et Victor, j'ai demandé. Il a fait dérailler l'acte. Il était la victime involontaire. Et c'est pourquoi Clara s'est brisée. Elle n'a jamais voulu être une vraie victime. Elle voulait seulement l'illusion du danger. Poirot se leva, époussetant la poussière, inexistante de sa manche. Clara s'est empoisonnée, non pas pour mourir, mais pour être adorée, pour être craint, pour être éternelle. On se souvient d'un parfum non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il suggère. Je me suis adossé à ma chaise, secoué. Seigneur, Poirot eut un sourire doux et ironique. La renommée Hastings est un parfum des plus enivrants et des plus mortels. Pendant un long moment, après la révélation finale de Poirot, la pièce resta suspendue dans le silence. Clara Delacroix était assise, immobile, dans le fauteuil à haut dossier près de la cheminée, ses yeux regardant au-delà de nous tous, comme si elle cherchait un endroit lointain qui aurait depuis longtemps cessé d'exister. Poirot ne la pressa pas. Il attendait simplement, les mains jointes, la tête légèrement inclinée, comme en prière. Et puis c'est arrivé. Un son s'échappa de ses lèvres, moitié sanglot, moitié rire. Elle se couvrit le visage de ses mains, mais le tremblement de ses épaules trahissait son sang-froid. Le barrage était rompu. Je pensais que je pouvais le contrôler, murmura-t-elle, la voix cassée. Cela n'a jamais été prévu d'aller aussi loin. Juste quelques évanouissements, un murmure de danger, quelque chose pour qu'ils me regardent tous à nouveau. Estelle tressaillit, mais ne dit rien. Mireille détourna le regard. Même Victor, dont l'amertume était gravée dans chaque mot de ses remarques précédentes, la regardait maintenant simplement avec une expression d'incrédulité épuisée. « Je me noyais », a poursuivi Clara. « Ils ont dit que j'avais fini, que j'avais atteint mon apogée, la touche Clara Delacroix. Ils ont dit que c'était du passé, oublié. » Ses doigts s'enfoncèrent dans les accoudoirs. Mais le parfum, c'était magnifique. Il s'en sait quelque chose, je voulais que ça compte. Poirot resta immobile. « Alors, mademoiselle,
Vous avez fait de vous-même la toile, le sacrifice. » Elle eut un rire qui se transforma en sanglots. « Les gens aiment les tragédies, n'est-ce pas? Un artiste qui souffre, je pensais que s'il me voyait m'effondrer, il s'en soucierait à nouveau, acheter encore. » « Mais vous avez manipulé le danger, » dit doucement Poirot. « Et le danger, comme le parfum, ne fait pas de discrimination. Victor a failli mourir. » Clara enfouit son visage dans ses mains. « Je ne savais pas qu'il avait changé le lot. Je voulais seulement déstabiliser, faire briller de fragilité. C'est ce qu'on écrit dans les journaux, n'est-ce pas? Une beauté fragile. Je voulais hanter eux. » Poirot s'avança. « Et maintenant c'est le cas, mademoiselle. Mais pas comme vous l'imaginiez. » Elle le regarda à travers ses cils mouillés de larmes. « Je suppose que j'ai toujours été plus une illusion que de la substance. » Poirot s'inclina légèrement. « Non, vous étiez réel, mais vous avez bâti votre héritage sur des ombres. Et maintenant, la vérité exige que son parfum soit plus fort. » Elle s'effondra, complètement épuisée. Dehors, nous avons entendu le léger bourdonnement d'une voiture qui arrivait. Il semblerait que la loi ait été adoptée à un moment impeccable. Ils arrivèrent sans bruit. Pas de grand défilé d'hommes en uniforme, pas de cliquetis de menottes, juste deux officiers en civil, aux expressions graves et aux manières de ferme, mais douces. Clara n'a pas résisté. Elle se releva lentement, comme une femme qui sort d'un rêve, et se laissa entraîner. Victor se leva, mais ne dit rien. Estelle pleurait silencieusement dans un mouchoir. Mireille murmura quelque chose en français, dans sa barbe, et partit sans ajouter un mot. Il n'y avait que Poirot et moi qui restions dans le salon, une fois la porte fermée derrière eux. Le parfum de essence de minuit persistait toujours dans l'air, faible, obsédant, amer. Je me tournai vers Poirot, essayant toujours de comprendre tout cela. Elle ne semblait pas méchante. « Non, Hastings, » dit-il doucement, « parce qu'elle ne l'était pas. Le mal est rarement aussi romantique. Clara était vaniteuse, oui, délirante, peut-être. Mais son crime n'était pas né de la haine, mais du besoin. Le besoin de se souvenir, d'être adoré. » Il regarda la cheminée vide. Le monde n'est pas tendre avec les femmes qui fanent. Clara a choisi de s'enflammer, même si le feu la consumait. J'ai baissé les yeux. Et Victor? Il s'en remettra, physiquement au moins. Mais la trahison, mon ami, ça prend plus de temps à guérir. Nous sommes partis peu de temps après. Dehors, les nuages s'étaient dissipés, et l'air de Londres était purifié par une légère pluie. Pendant que nous marchions, Poirot s'arrêta devant une parfumerie, contemplant l'exposition élaborée. « C'est une chose curieuse, n'est-ce pas ?» dit-il. « Qu'est-ce que quelque chose d'invisible laisse une impression si puissante ?» Il tapota doucement le verre. « Parfum, Hastings. Il persiste, longtemps après le départ de celui qui le porte. » Alors que nous prenions le taxi pour retourner à Whitehaven Mansions, je me suis retrouvé inhabituellement silencieux. La ville défilait dans un flou gris de suie et de réverbères, mais je ne l'ai presque pas remarqué. Finalement, j'ai dit « Poirot, je ne comprends toujours pas. » Elle avait tout, la beauté, le talent, une carrière que la plupart des gens envieraient. Pourquoi ce... Poirot regarda par la fenêtre, les yeux lointains. « Vous voyez, Hastings, » dit-il longuement, « il y a des crimes passionnels et il y a des crimes de désespoir, mais Clara Delacroix a commis un crime d'illusion. » « De l'illusion ? » Oui, elle ne voulait pas tuer, elle voulait matière. Elle n'était pas motivée par l'avidité ou la haine, mais par le manque de pertinence, le poison le plus dangereux de tous. Je me suis penché en arrière. Mais pour s'empoisonner, juste pour être vu, Poirot se tourna vers moi.
Les rides autour de ses yeux s'adoucirent. Pour un certain type d'esprit, mon ami, l'attention est la vie, et quand elle s'estompe, il cherche dans l'ombre quelque chose de plus sombre pour la maintenir en feu. Même la tragédie peut être des applaudissements. Je frissonnais malgré moi. Elle était si calme, même à la fin. Parce qu'elle avait réalisé ce qu'elle voulait, dit-il doucement. Elle est devenue inoubliable. Le parfum, le mystère, ça perdurera. Je ne savais pas quoi dire à cela. Poirot, toujours philosophe quand le moment s'y prêtait, ajouta doucement. Vous considérez le crime comme un coup porté par la colère. Mais souvent, il s'agit d'un murmure, un appel silencieux et douloureux pour être entendu. Et sur ce, il retourna à ses pensées, tandis que le taxi roulait sous la bruine londonienne. Le lendemain matin, je suis arrivé au petit déjeuner, et j'ai trouvé Poirot déjà à table en train de lire, l'étant avec sa précision chirurgicale habituelle. Ses œufs sont restés intacts. Quelque chose d'intéressant, ai-je demandé en me versant du thé. Mais oui, dit-il sans lever les yeux. Page 7, la section Ars. J'ai récupéré le papier et suis allé à la page en question. Là, sous une grande photographie du visage de Clara Delacroix, posé, saisissant, immortalisé en monochrome, titré « Le scandale insuffle une nouvelle vie à la maison de parfumerie. Essence de minuit se vend dans toute l'Europe. » J'ai regardé avec incrédulité. « Ils le vendent ?» J'ai dit. Après tout, Poirot hocha la tête. Le scandale lui a donné du mystère. La tragédie lui a donné de la profondeur. Le public est captivé. Mais c'est de la folie, dis-je. Ils savent que c'est le parfum impliqué dans un crime. Il plia soigneusement le papier. Ce qui est précisément pourquoi ils le veulent, Hastings. Il se leva et redressa ses poignets. La renommée, a-t-il dit, ne s'obtient pas par la vertu. Elle s'obtient par la curiosité et est soutenue par le mythe. Il se dirigea vers la fenêtre, contemplant la ville grise. Elle a décidé de créer quelque chose d'inoubliable, et à la fin, elle l'a fait. Je ne disais rien, regardant passer une voiture dont les roues sifflaient dans la rue humide. Poirot se retourna, les yeux brillants. « Ah, mon ami, murmura-t-il, la célébrité est un parfum des plus enivrants et des plus mortels. » Il attrapa sa tasse de thé avec un équilibre parfait. Et quelque part, bien au-delà, Clara Delacroix s'attardait, sa note finale gravée non pas de parfum, mais de scandale. Et ainsi, avec le parfum de la vérité plus fort que n'importe quel parfum, le mystère de Essence de minuit a été mis en lumière, non pas par des empreintes digitales ou des empreintes de pas, mais par le don de Poirot, de démêler les fils délicats du cœur humain. Poirot. Non, mon ami. Les indices ne sont pas toujours dans ce qu'on voit, mais dans ce qu'on voit, se sent. La psychologie, le motif sont là, comme un léger arôme dans l'air. Ça s'attarde, n'est-ce pas? Et ça dit tout. Hastings. Eh bien, je dis toujours que si quelqu'un m'offre du parfum pour Noël, je vérifierai d'abord les ingrédients. Poirot. Ah, Hastings. Espérons qu'ils vous donneront des chaussettes à la place. À votre avis, quel était le véritable tournant dans l'affaire qui a révélé la tromperie de Clara? Était-ce la page manquante, l'effondrement de Victor, ou peut-être la psychologie cachée dans son journal? Faites-nous part de votre théorie, dans les commentaires ci-dessous. Nous aimerions savoir comment toi l'aurais résolu. Si vous avez apprécié ce mystère d'Hercule Poirot, n'oubliez pas de partager et s'abonner au canal. Votre soutien nous aide à donner vie à des romans policiers plus brillants chaque semaine. Restez à l'écoute, d'autres affaires, Poirot passionnantes, approchent à grands pas. En attendant,
Gardez vos petites cellules grises nettes